Bonjour tout le monde. Et ben là, il va falloir que je joue bien mon coup parce qu'on commence à avoir faim, peut-être depuis un petit moment. Je ne parle même pas de mes acolytes qui m'aident à préparer ce qu'on va déguster juste après. Et donc je vais commencer par le dessert, je vais commencer par les remerciements parce qu'après, voilà, on n'aura plus le temps. Donc merci à Graphéine, JB, toute l'équipe de Graphéine qui m'a invité à intervenir ce soir. Merci aux personnes qui m'ont aidé à réaliser les petits menus que vous aurez et que j'expliquerai juste après. Aux personnes qui m'aident, enfin voilà, merci d'être là ce soir. Donc là, j'ai la tâche pas facile de vous parler du design culinaire, mais en même temps, j'ai pas le temps. Donc je vais essayer de parler des goûts, des couleurs, du design culinaire à travers quelques projets que j'ai réalisés. Donc juste rapidement, qui je suis Anaïs Silvestro. J'ai plusieurs casquettes. Donc ce soir, j'arborerai la casquette de designer culinaire. Je suis aussi enseignante à l'école supérieure de design de Villefontaine et j'ai le plaisir d'avoir quelques collègues dans la salle ce soir. Donc voilà, ce soir, je me suis dit comment est-ce que j'allais vous parler du design culinaire sans vraiment tenter de le définir. Même si peut-être que vous avez, vous, votre idée. Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle à me partager? Qu'est-ce que c'est le design culinaire pour vous? Question pas facile. Est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer? Non? Ah. Ah, pourquoi justement? Comment? Ah, faire en sorte que ça ne dégoûte pas. Ou alors c'était, Marie, jouer avec la nourriture. En tout cas, c'est du design avant tout, donc c'est matière à poser des questions. Avant de dire il ne faudrait pas que ça dégoûte, il faudrait dire pourquoi est-ce que ça devrait dégoûter ou pourquoi ça ne devrait pas dégoûter. Dans quel cas, dans quel contexte, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Pareil pour jouer avec la nourriture, le jeu peut aider à provoquer certaines actions. Par exemple, on peut jouer avec les couleurs de la nourriture pour aider les gens à s'alimenter dans les cas où ça devient difficile, pénible, etc. Ça peut être un enjeu de jouer avec la nourriture. Mais d'autres questions se posent sur jouer avec la nourriture, est-ce que c'est signe de gaspillage, etc. Et donc voilà, ça engendre plein de questions. C'est pourquoi c'est du design avant tout. Donc, petite parenthèse, mais pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec Luz Moreno-Pinart sous le nom de Tools of Food. On s'est rencontrés en 2013-2014 à l'école d'art et de design de Reims, en design culinaire. Et donc cette formation, qui était une formation supérieure d'une année, a été fondée par un peu le pape du design culinaire, Marc Bretillot. Donc, pour faire rapidement, les projets que je vais vous montrer donc, étaient réalisés avec Luz. Excusez-moi, je perds le fil. Donc, pour faire vite, Luz a été étudiante aux Arts décoratifs de Paris en scénographie et elle a essayé d'intégrer dans l'expérience du spectateur en fait, les 5 sens dans l'expérience pour essayer de solliciter davantage de spectateurs. Et pour ma part, j'ai, avant de faire cette formation, réalisé un diplôme supérieur en art appliqué, en design de mode, et je m'intéressais au design du corps et en fait par le biais de l'alimentation. C'est ce qui a fait qu'on s'est rejoint dans cette formation. Et voilà, on s'est rencontrés et on s'est dit il y a plein de choses à faire dans le design culinaire. Donc, est-ce qu'on va traiter du design alimentaire, donc penser, comme je l'ai indiqué juste avant, la forme, les couleurs, etc. Est-ce qu'on va essayer plutôt de penser du design d'objets, l'art de la table, pour valoriser la nourriture? Est-ce qu'on va aborder du design éditorial pour raconter des histoires sur la nourriture? Est-ce qu'on va aller jusqu'à questionner l'espace, le corps, en collaborant avec le spectacle vivant, pour intégrer, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, l'expérience du spectateur? Et bien finalement, on a un peu fait de tout ça. Donc pour faire une sélection des projets dont je vais vous parler ce soir, je me suis appuyée sur ces fameuses expressions, dont certaines ont été citées là, qui mettent un peu en regard des problématiques du designer et des questions en lien avec l'alimentation. Quand on est un créatif, on peut avoir peur de la page blanche. Et bien vous allez le voir, la page blanche a été le point de départ d'un sujet de cartographie ou de paysage culinaire pour la réalisation d'un vernissage pour un événement. Sourire jaune, alors le rire jaune qui peut évoquer un certain malaise, je vais essayer de le transformer. Le malaise, quel pourrait-il être en tant que créatif, c'est d'avoir l'impression qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et d'être déstabilisé par ça, de ne pas avoir la réponse. Non. En tant que designer culinaire, c'est pourtant le point de départ de chaque projet. Vous allez le voir avec un projet d'objet éditorial autour du mimosa. L'idée,
et de se dire qu'à chaque fois, on ne sait rien et on va à la rencontre des gens qui savent. Donc les points de départ, ce sont souvent les maraîchers, les producteurs, mais pas seulement. Donc voilà. La peur bleue, ça évoquera un peu l'idée de l'utopie culinaire. Qu'est-ce qu'on va manger dans le futur? Donc bien sûr, il y a des solutions concrètes. Il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on mangera si on va vivre dans l'espace ou ceux qui sont dans l'espace. Mais il est important, en tout cas c'est le parti pris qu'on a eu avec Tools of Food et que je continue d'avoir, d'imaginer de nouvelles représentations ou voilà, de questionner ces représentations de la nourriture. Qu'est-ce qu'on veut y mettre dedans? Ensuite, vous avez évidemment la question des matières premières, la question des saisons, la question du cycle. Et comment est-ce qu'on peut repenser notre rapport à ces matières premières, mais aussi en tant que designer, je me dois de parler des processus de transformation de ces matières premières, avec un questionnement autour de la nature, des cycles, des saisons, etc. Voilà. Donc, voici la sélection des projets. Donc, je vais commencer par cette fameuse page blanche. Et bien, puisque ce soir on parle des goûts et des couleurs, pour ce projet, la demande était assez simple. Il fallait réaliser une sorte de buffet de cartographie culinaire, c'est comme ça qu'on l'a envisagé, autour de la page blanche. C'était un événement pour Adidas. Je parle très concrètement dans quel contexte, quelle était la demande, dans quel contexte cet événement a pris place. Et bien, imaginez, vous avez une grande boutique avec la marque Adidas qui lance une nouvelle collection de chaussures autour de la page blanche. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre dans cette page blanche? Comment on va vouloir la remplir? Maintenant, on s'est dit, on ne va pas essayer de la remplir, cette page blanche. On va faire de la page blanche la nourriture, la matière première. Donc, on a fait une succession de recherches que je vous inviterai à parcourir si vous voulez. Donc, c'est une sorte de livre un peu prototype de recherche sur les ingrédients blancs et comment est-ce qu'on pouvait les cuisiner, les travailler pour les proposer lors de cet événement. Donc voilà, je vous montre quelques images. Je fais passer le livre si vous voulez le feuilleter. Donc pourquoi est-ce que je vous montre des livres aussi? Parce qu'il faut savoir que la nourriture, c'est évidemment éphémère. Elle change, elle est vivante, elle mute et elle disparaît, on finit par l'ingurgiter. C'est pourquoi l'objet éditorial, il s'est manifesté comme étant un élément important, un besoin de transmettre des savoir-faire, justement des personnes qu'on rencontre, qui produit, etc. Et aussi voilà, de garder trace de ces événements, de ces créations. Donc voilà, il y a des ouvrages qui ont été faits sur le processus de création, parfois sur le résultat, etc. Donc vous voyez, là c'est le processus de réalisation de ce buffet, avec aussi la création de sortes de petites sculptures en plâtre, sculptées directement sur les restes des ingrédients qu'on avait cuisinés, donc des épluchures, des écorces, etc. qui ont permis de pouvoir animer le buffet. Donc là vous avez des exemples de moulage, et donc là c'était le montage du paysage. Voilà, donc ça donne une sorte de cartographie. Pourquoi est-ce qu'on a pensé ce concept de cartographie? Le design culinaire, selon Luce et moi, servait à questionner ça justement. On peut jouer avec la nourriture, mais aujourd'hui on est dans une époque où on se doit de quand même questionner justement ces matières premières et les déchets produits dans l'événementiel. Donc on a essayé de penser, donc ça c'était avant le Covid, ça a un petit peu changé après, des buffets où il y a le moins de vaisselle jetable possible. Donc l'idée de ces buffets, ce sera un petit peu le cas de ce que vous allez déguster ce soir, c'est de penser des recettes qui vont toutes ensemble. Donc c'est pas évident, il faut avoir une certaine plasticité en termes des goûts, et justement, après à vous, libre d'apprécier ou non, libre de tester ou non, c'est ça le but du jeu, donc oui, vous pourrez jouer avec la nourriture ce soir. Donc voilà, mélanger sucré, salé, acide, amer, umami, donc un peu toutes ces saveurs, tous ces goûts, on en a 5, avec des notes aromatiques qui sont quand même bien plus complexes. Donc voilà, je fais défiler rapidement parce qu'on commence déjà à avoir faim. Donc voilà, c'est un livre qui retrace un petit peu d'où viennent ces ingrédients, à quelle famille de légumes ils appartiennent, est-ce qu'on peut essayer de définir leur odeur, leur saveur, leur texture, etc. Et bien sûr, comment est-ce qu'on peut les manger, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Voilà, je fais défiler rapidement, l'asperge blanche, c'est la saison, justement. Et aussi, ce qui nous intéressait dans ce début de travail éditorial, c'était de questionner évidemment un peu tous les outils, toute la palette qu'on pouvait avoir entre le choix du papier, l'odeur du papier peut-être, les types d'impression, etc., pour un peu retranscrire les différents sens, solliciter nos sens. Peut-être que vous connaissez, il y a quelques années, il y a un livre qui est sorti, un livre recette de lasagne qu'on pouvait cuisiner, qu'on cuisinait en cuisinant, quoi. Enfin, voilà.
Et le point de départ de cette collection de livres qu'on a réalisée, donc je vais vous en montrer ensuite quelques-uns, c'était une réflexion sur l'homme, le geste et l'aliment. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut valoriser un petit peu tout ça. Donc vous avez dans ce livre qui est en train de passer, pour avoir la sensation des grains de riz ou des haricots, des gaufrages qui ont été réalisés avec les ingrédients qu'on a cuisinés pour cet événement. Et donc ce livre a été montré, exposé pendant le vernissage, pour connecter aussi les matières premières et ce qu'elles sont devenues. Voilà, donc je reviens sur Sourire jaune. Donc ce projet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une rencontre. C'est l'occasion de faire une résidence artistique pendant 6 mois. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Tanneron. C'est dans le sud de la France, vers Grasse. Et en fait, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment magnifique. Surtout en plein hiver où tout est gris, tout est noir et sombre. Et ben, vous avez la route d'or. En fait, la route d'or, c'est plein de mimosas qui fleurissent entre janvier et avril. C'est vraiment magnifique, c'est étincelant. Et en fait, l'objectif de cette résidence de 6 mois, donc avec des allers-retours sur place, dans une école, auprès d'enfants avec qui on a collaboré, eh bien, c'était de réaliser un livre sensoriel autour du mimosa. Donc vous avez dans cet ouvrage, donc déjà, le mimosa, qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que ça se trouve ? À quelle altitude ? En fait, on a un peu pensé le mimosa comme un personnage. Et l'idée, c'est de raconter le vivant, comme si chaque sujet était un personnage, une personne. Voilà. Je vous invite à le parcourir. Donc voilà, déjà, c'est quoi l'histoire du mimosa ? D'où ça vient ? Pourquoi ça a atterri en France ? Ensuite, qui le cultive en France ? Donc on est allé rencontrer des familles, dont une famille était la famille d'un des enfants qui était avec nous en résidence, la famille Augier. Donc il y a d'abord un travail de recherche photographique, par croquis, pour essayer de restituer les fameux gestes qui sont propres à la fabrication, à l'élevage, à la production de certaines matières premières, et de pouvoir le retranscrire après auprès d'un public. Voilà, donc il y a un travail photographique aussi. Donc une fois qu'on a cueilli, qu'on a découpé les branches, qu'on a mis dans des gros ballots de 40 kg, qu'on porte sur le dos à d'autres collines, on l'amène dans l'entrepôt et en fait ensuite on force, dans une forcerie, on force les fleurs à s'ouvrir. Après on les conditionne en bouquet. Et ben après il s'avère qu'il y a plein de restes. Alors je dirais pas déchets, mais il y a plein de fleurs et de branches au sol. Et nous, on s'est dit, pour faire notre livre sensoriel, on va aller jusqu'au bout, on va fabriquer des feuilles avec ces déchets. Alors, on voulait pousser encore plus loin et justement travailler sur les couleurs, puisqu'il s'agit de ça ce soir. Créer des encres à partir de fleurs de mimosa. Mais bon, c'était un petit peu compliqué. On n'a pas pu aller jusque-là. Et donc, vous allez voir qu'à la fin de cet ouvrage, toutes les feuilles sont faites à la main, avec soit de la poudre de fleurs, parfois vous avez des incrustations de végétaux. Voilà, pour avoir aussi un toucher, une odeur qui évolue avec le temps. Ce n'est pas un objet figé. Parfois, vous avez des scans aussi. Et on a fait une restitution de cette résidence et une présentation de cet ouvrage avec l'ensemble des procédés qui nous ont servi à réaliser ce livre. Et on a fait quand même, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, un buffet avec du mimosa. Je me permets cette petite parenthèse, ne mangez surtout pas du mimosa qui a été cultivé, c'est toxique. Il faut manger du mimosa sauvage. Donc nous, on est allé cueillir du mimosa, où on est allé un peu derrière les boutiques toquer et demander des gelées de mimosa faites maison. Voilà, c'est délicieux, c'est très floral. Ça se rapproche de l'odeur des fleurs d'olivier d'ailleurs, le mimosa. Donc on avait cuisiné pour l'occasion des choses autour du mimosa. Et donc ce livre, évidemment, il parle de la vie du mimosa et puis qu'est-ce qu'on en fait. Donc après avoir fait tout ça, on a quand même intégré des recettes. Et donc, je vous l'ai dit, pour finir et pour parler du cycle, on a réutilisé le déchet sur la dernière partie du livre. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que designer, et donc designer culinaire, on est confronté à cette question, quoi créer pour le futur ? Donc, il y a cette question un peu en suspens que je me suis posée en rencontrant, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est chimiste, Hervé Tisse, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent, qui a inventé le concept de cuisine note à note, donc extraire des essences de certains ingrédients, et en fait, on va dire que ça se rapproche de la cuisine moléculaire. Avec Luce, c'était pas totalement ça qui nous intéressait. Nous, ce qui nous intéressait, c'était déjà faire avec ce qui existe déjà, raconter des histoires autour du vivant, et raconter peut-être d'autres histoires, ou en tout cas, travailler sur ces fameuses représentations de la nourriture. Donc là, c'est un exemple d'installation culinaire qui a été réalisée pour un événement autour du futur.
de la compagnie Vertical Détour à Paris. Et on a fait une installation inspirée de Mars. Donc voilà, vous voyez, si je vous ai mis autant de texte, c'est pas pour tout vous lire, mais c'est pour vous donner une idée de aussi comment on nomme la nourriture en fait. C'est pas lasagne de ma grand-mère, même si c'est excellent, mais c'est plutôt trouver des noms de lieux qui ont été identifiés sur Mars, et peut-être qu'à un endroit ça s'appelle comme ça, peut-être qu'à l'autre bout du monde il l'appelle autrement. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc il y a des vastes plaines lisses de houmous, de végétaux, sous le niveau de référence de sablé poivré. Voilà, donc le but c'est de vous faire voyager aussi, avec quelques images. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant en travaillant les goûts et les couleurs. C'est en fait, comme je crois que Emmanuel le disait, on a associé des couleurs, des formes, des aspects à des recettes qu'on n'aime pas. On est souvent traumatisé par la cantine. Et en changeant ces formes, en changeant la présentation, en changeant l'échelle, on peut être plus à même de tester de nouvelles choses, et ce sera l'objectif de tout à l'heure. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, ici, on a des sortes de rochers galactiques. Et en fait, c'est une recette japonaise de bonbons à l'agar-agar. Donc c'est végétarien en plus, vegan même, qu'on peut réaliser à partir de différentes infusions de plantes. Ensuite, voilà, l'agar-agar qui est une algue qui gélifie naturellement. Maintenant, en tant que designer, enfin en tout cas pour moi, aujourd'hui, il est indispensable de penser à notre environnement, à la nature, et comme je le disais tout à l'heure, aux questions relatives à nos modes de production. Et dans la cuisine, c'est un peu la même chose. Comment est-ce qu'on cuisine? Alors on peut cuisiner du cru, mais souvent on cuit. Et donc tout ça a une implication. Donc je voudrais vous parler de ce projet à travers ce livre, premièrement, qui est un projet qui a été réalisé encore une fois dans le cadre d'une résidence artistique au Japon cette fois-ci. Donc avec Luce, on a eu la chance en 2019 de partir au Japon, à Kyoto, pendant 3 mois, à la Villa Kujoyama, peut-être qu'il y en a qui connaissent, en art culinaire. Et l'objet de cette recherche était de questionner l'huile d'olive japonaise, parce que oui, j'étais la première surprise quand j'ai découvert ça. Au Japon, il y a de l'huile d'olive japonaise qui est faite depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Et en fait, sachez-le, comme beaucoup de choses faites par les Japonais, elle est considérée comme la meilleure au monde. Alors, j'invente rien, c'est pas moi qui le dis, c'est dans les concours de dégustation internationaux depuis 5 ans pour avoir échangé avec des sommeliers en huile d'olive, parce que ça aussi, ça existe. Et bien voilà, donc comment est-ce qu'on évalue ça? Comme pour les vins, il y a des assemblages parfois, il y a des huiles monovariétales, donc une seule variété d'olive. C'est tout un monde. Maintenant, il y a des huiles d'olive de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, on en fait au Canada, on en fait même en Chine de l'huile d'olive. Donc voilà, c'est un univers incroyable. Et donc, quand on a plongé dedans avec Luce, on s'est dit, c'est quand même fou. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'huile d'olive au Japon, déjà, premièrement? Et puis, pourquoi est-ce qu'elle est si incroyable? Parce que oui, on n'a pas de doute qu'elle est incroyable, mais déjà, il faut aller la goûter. Parce que bon, on nous en a déjà trop dit. Désolée, j'en ai pas ce soir, par contre. Parce que si vous saviez la quantité qu'il y a, c'est ridicule. Et puis le prix, on est autour des 200 € le litre. Donc voilà. Mais j'ai de la chance, j'ai réussi à en goûter. J'en ai même cuisiné. Je fais passer le livre, parce que j'en dis trop. Et donc ce livre, c'est la restitution en fait, de l'ensemble des recherches et ce vers quoi ces recherches ont débouché. C'est-à-dire, notre contrainte, c'était oui d'accord, vous allez faire un projet autour de l'huile d'olive, mais vous êtes en art culinaire, il va quand même falloir cuisiner. Alors que nous, on voulait faire un livre sur pourquoi est-ce qu'on fait de l'huile d'olive au Japon. Donc on a essayé de combiner les deux, un livre et une cérémonie de l'olivier, dont je vais vous parler juste après. Donc ce projet, il a commencé par une traversée. D'abord, on est parti de la France. Donc Luce, elle est espagnole. Donc elle cuisine beaucoup à l'huile d'olive, moi je suis provençale, c'est pareil, c'est un pilier de la cuisine provençale. Et on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on connaît de l'huile d'olive? Pas grand-chose. Donc, on a commencé par faire des recherches historiques donc, sur l'arrivée de l'huile d'olive et comment elle s'est développée dans le bassin méditerranéen. Et ensuite, comment elle est arrivée au Japon par des émissaires portugais, un cadeau du roi. Et puis là, voilà, un programme gouvernemental pour développer l'économie japonaise après l'époque Edo, pour ouvrir le commerce. Et en fait, la volonté de développer les conserves de poissons. Donc, ils avaient fait des tests, ils se sont dit, les poissons sont conservés de la meilleure des manières dans de l'huile d'olive, on va faire pousser des oliviers. C'était ça, le point de départ de ce projet. On s'est dit, bon, commençons déjà en France. On a choisi 2 producteurs d'huile d'olive pour avoir un peu une idée comment est-ce qu'on fait de l'huile d'olive. On est allé voir un tout petit producteur
qui fait ça familialement avec des outils assez rudimentaires. Michel de Passemard. Voilà, donc il nous fait visiter. Là, c'est peu d'oliviers, récolte familiale, bénévolement, etc. Je ne crois pas que j'ai des photos de l'autre producteur qu'on est allé voir, mais c'est Jean-René de Fleurieux, qui fait aussi de la vigne, donc il fait de la vigne et de l'olivier, et de l'huile d'olive. Et Jean-René de Fleurieux, c'est le château de Montfrin, c'est le propriétaire du château de Montfrin. Donc la première fois que j'y vais, j'arrive devant le château, je fais bonjour, je ne suis pas sûre d'être au bon endroit. Et en fait, si, donc c'était assez impressionnant. Et en fait, ce qui est tout aussi impressionnant, c'est que c'est le plus grand producteur d'huile d'olive bio de France. Et cette huile, vous la trouvez en plus, alors désolé, je ne veux pas faire de la publicité, hein, mais elle est incroyable et vous la trouvez chez Monoprix, à un prix très honorable. Donc voilà, il y a une raison à ce prix, c'est qu'il est allé en Espagne pour choisir les variétés d'oliviers qu'il voulait, parce qu'il poussait d'une certaine façon, et en fait, il pouvait utiliser des machines pour la récolte, ce qui fait que ça fait baisser le prix. Enfin voilà, il y a tout un... Je ne vais pas vous bassiner avec toutes ces histoires, mais c'est un monde, hein, l'huile d'olive. Voilà, donc on a rencontré 2 producteurs très différents en France, et ensuite on est allé au Japon. Et la même chose. Donc on a passé 10 jours avec Luz, génial, sur l'île de Shodoshima. C'est une île dans la mer intérieure du Japon qui est envahie d'huile d'olive. Il faut dire que quand vous prenez le bateau, vous avez même la mascotte de l'île, qui est une olive sur pattes. Donc voilà, elle est trop mignonne. Et voilà, donc 10 jours à aller cueillir des olives et produire de l'huile d'olive. Donc on a eu la chance de rencontrer Takao Toyohiro, qui est le producteur qui gagne les plus grands prix pour l'huile d'olive. Il est tout seul et travaille qu'avec des bénévoles, aussi des centaines de bénévoles qui viennent pendant des semaines dans sa maison pour l'aider à cueillir. Vous allez bientôt savoir qu'est-ce qui fait que l'huile d'olive est aussi incroyable. Suspense. Et ensuite, on a rencontré un représentant de la marque Toyo Olive, qui est du coup le plus grand producteur d'huile d'olive du Japon. Ce qui est génial, c'est qu'ils sont très fiers et nous disent que la presse qu'ils utilisent, c'est la plus grande du Japon. Donc la presse pour presser les olives et obtenir l'huile. Sauf que c'est une des plus petites presses mécaniques de la marque qu'ils ont choisie en Italie. Donc voilà, ça donne une idée aussi des quantités produites. Et donc ce qui fait la spécificité de cette huile, et c'est ce qu'on a vu dans la récolte, alors non, je ne suis pas là, mais c'est qu'en fait, ils cueillent olive par olive à la main. On a des petits paniers comme ça qui servent normalement pour les vendanges. En fait, on récolte vraiment, donc ils ont des cueilleurs qui sont habillés, protégés contre le soleil et contre les branches, et vraiment respect de l'arbre. Donc, c'est assez incroyable, en fait, ça a chamboulé complètement nos perceptions déjà du rapport à la nature, de ce qu'on attend, de ce qu'on veut prendre de la nature. Voilà, donc c'était le point de départ à comprendre beaucoup de choses. Donc nous-mêmes, avec Luz, on est allés sourcer les olives qu'il y avait au Japon. Et en fait, ils ont même un olive park là-bas, un parc à oliviers. Je pense qu'il y a toutes les variétés d'oliviers du monde. Donc on a sourcé toutes ces olives dans ce livre. Et en fait, c'est peut-être les designers qui parlent. On a sourcé même d'autres choses au-delà. Donc les écorces, les champignons qui poussaient dessus, un peu quelles étaient les matières premières visuelles, colorées, etc. Je dépasse beaucoup du temps là. Ah, pardon. Je l'avais dit que tu me ferais signe, mais je ne te regardais plus. Bon. Désolée, je suis désolée. Je vais essayer de faire vite. Donc, Takao qu'on est allé rencontrer. Donc voilà, vous voyez là les petits paniers ici, qui montent sur des échelles. Et donc après, on a un peu nous-mêmes répertorié différents types d'huile d'olive pour essayer de vulgariser un petit peu la nature de ces huiles. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'huile d'olive, même si j'adore ça. Mais en tout cas, il y a 3 types de fruités qui correspondent à la période de récolte des olives. Donc les olives noires sont des olives vertes qui sont arrivées à maturité. Et donc c'est ça qui donne aussi le goût, mais il y a aussi la façon dont on prépare les olives pour les presser. Donc on a fait une sorte de nuancier qui correspond à une sélection d'huile dans ce livre. Donc après, on est revenu à Kyoto, à la Villa Kujoyama, avec plein de matières premières, des branches, des feuilles, des troncs. On nous a même envoyé des troncs par la poste. Chaque tronc était enveloppé, emballé, alors qu'on avait spécifié qu'on allait faire un feu avec. C'est assez incroyable. Donc voilà, dans ce livre, il y a aussi des recettes qu'on a expérimentées et qui se trouvent dans la cérémonie de l'olivier. Mais quand on parle de recettes, il y a les recettes à manger et il y a des recettes aussi autres. Donc tout à l'heure, je vous parlais du cycle. Et bien l'idée de la cérémonie de l'olivier, c'est un petit peu ça. Donc, la cérémonie de l'olivier, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte d'événement qui mêle plein de choses, à la fois de la scénographie,
donc des éléments de décor, de la chorégraphie, donc chaque geste a une intention particulière pendant le service, les recettes évidemment, les objets qui servent la nourriture, enfin voilà, c'est un ensemble de choses qui sollicitent les sens des convives et qui racontent, parce que c'est ça qui nous intéresse, raconter le vivant, qui raconte cette route de l'olivier de la France au Japon. Donc je me suis arrêtée sur cette image, parce que tout à l'heure je parlais du cycle et des modes de production. Donc c'est très particulier pour cette cérémonie de l'olivier. Quand on était au Japon, qu'on avait toutes ces matières premières, l'idée c'était de tout réutiliser au maximum. Donc on a réalisé cette vaisselle pour la cérémonie, qui est une sorte de bol de dégustation d'huile d'olive, qui a été faite avec une technique traditionnelle japonaise de réalisation d'émail à partir de cendres de végétaux. Donc c'est un artisan qu'on a rencontré qui fait de l'émail par exemple d'un jaune solaire à partir de tournesol qu'il fait lui-même pousser. C'est magnifique. Et donc il nous a transmis sa technique et on a essayé de faire la même chose avec les cendres de bois d'olivier. Et pendant qu'on a fait ça, en fait, on a fumé des ingrédients dans ce feu qu'on a fait en plus un 31 octobre, de 12h à minuit. On a dansé autour de ce feu. Voilà, il s'est passé des choses. Donc voilà, l'idée c'est de réutiliser un ensemble d'éléments qui servent. Et donc cette cérémonie de l'olivier, elle a 8 chapitres donc, qui racontent cette route. Donc il y a la traversée, comment est-ce que l'olivier est arrivé du bassin méditerranéen jusqu'au Japon, et puis comment nous, avec Luce, on a traversé aussi ce voyage. Donc c'est aussi nourri de nos propres sensations. Il y a l'enracinement, donc une fois que l'arbre arrive sur place, et ben, comment est-ce qu'il s'enracine. Ensuite, voilà, vous avez un certain nombre de chapitres. Et l'idée, dans cette cérémonie culinaire, c'est de respecter un ordre bien précis des matériaux, des couleurs, etc. et des transformations. C'est pour ça que la métamorphose, elle arrive qu'en 7e position. Parce que vous allez déguster d'abord des choses qui évoquent la terre, le branchage, le feuillage, la fleur, puis le fruit, donc l'olive. Et ensuite, l'olive transformée, donc l'huile d'olive, puis après des recettes. Et donc cette cérémonie, elle raconte ça. Donc là, c'est un exemple dans le livre d'un extrait de la cérémonie qu'on a réalisée au Japon, qui durait qu'une quinzaine de minutes. Après, on est revenu en France avec cette cérémonie, et là, on a essayé de lui donner du sens et de le questionner par rapport à des environnements. Donc on a eu l'opportunité de présenter cette cérémonie de l'olivier à l'abbaye de Maubuisson, proche de Paris. C'est un centre d'art contemporain, il y avait un olivier. Donc c'était le point de départ. Au contraire de quand on l'a présenté à la Villa Carmignac, qui est aussi un centre d'art contemporain incroyableissime, sur l'île de Porquerolles. Je vous invite à y aller. On fait l'exposition pieds nus, c'est magique. Donc imaginez avoir réalisé une cérémonie de l'olivier sur leur terrasse par jour de pluie. C'était incroyable. Entouré de leur olivier, qui a justement été déraciné de l'île, puis replanté ici pour sauver les oliviers. C'était incroyable. Donc voilà, rapide petit point sur la cérémonie de l'olivier. Et après, on pourra déguster un morceau ensemble. Donc voilà, imaginez cette cérémonie qui a pour objectif de solliciter tous vos sens. Donc il y a une sorte de sas pour se mettre un peu dans l'esprit, dans l'univers de l'olivier. Donc voilà, on cueille une feuille, on l'allume, on se purifie avec sa fumée. Ensuite, on déambule sur un chemin avec des feuilles qui ont été parfumées avec un ami qui était également en résidence à la Villa Kojoyama, qui est artiste olfactif et qui nous avait aidé à imaginer justement des parfums qui évoquent cette traversée. Ensuite, voilà, on vient travailler l'olive de différentes façons, aussi comme un parfum, une fumée, mais qui vient à nouveau purifier la vaisselle dans laquelle on vous sert une infusion de feuilles d'olivier toastées pour évoquer aussi la saison de récolte de l'olive, qui est l'automne. Donc voilà, il y a d'autres choses à sentir. Donc on sent par la fumée, on sent par la vapeur. Donc là, c'est une inhalation qui a été posée dans le creux d'une pierre et qu'on vient sentir également. Donc ensuite, il y a aussi l'idée de respect de la nature. Donc en fait, on ne force pas la nature, c'est nous qui nous accommodons avec elle. Donc on a repris un peu l'idée des torii au Japon, avec des arches en bois sous lesquelles on venait passer pour marquer chaque chapitre de la cérémonie. Et donc ensuite, il y a une allée tissu qui évoque justement toutes ces matières dont je vous ai parlé. Donc il y a un tissu qui évoque la terre, le branchage, donc ici le feuillage qu'on invite à toucher. Ensuite, vous avez un tissu de motifs brodés fleuris qui sont parfumés avec un parfum que Daniel Pescio, qui est le parfumeur dont je vous ai parlé, a réalisé, qui essaye de reproduire justement les effluves de ces fleurs d'olivier.
Alors là, je ne l'ai pas, mais ensuite, on vient cueillir une bouchée à l'olive noire sucrée. C'est délicieux. Et après, il y a une partie de dégustation assise, où là, on reprend à nouveau l'ordre de ces matériaux, avec des éléments de bois sculptés. Donc ça, c'est un bois d'olivier de Shodoshima, avec la vaisselle de cendres d'olivier. Et pareil, pour les huiles, on les déguste de la plus fruitée, enfin, du fruité vert, donc c'est le fruité le plus frais, jusqu'au fruité mûr. Donc c'est des olives noires récoltées qui ont été fermentées, maturées, on va dire, et qui donnent un côté très spécifique qu'on retrouve dans les huiles d'olive provençales, si vous avez déjà goûté. Et donc la cérémonie se termine. Alors, donc là c'est pareil, on transvase de carafe en carafe pour passer d'une carafe de l'écorce jusqu'au bol de dégustation. Donc pareil, les olives, il y a plusieurs façons de préparer les olives, il y a les techniques d'olive cassée, etc. qui donnent un goût particulier. Et donc on finit par une offrande avec l'huile d'olive qui n'a pas été dégustée, un peu comme une calligraphie, et c'est assez magique. Quand on met du gras sur du papier avec la lumière, ça fait de la transparence. Donc voilà, c'est dans ce vide, il y a toujours quelque chose en fait. Voilà pour ma cérémonie de l'olivier. Merci. Bon, désolée, j'étais un petit peu longue. Mais je voulais juste introduire rapidement sur ce que vous allez déguster après. Donc on m'a invitée, et j'en suis ravie, à imaginer un buffet, une dégustation autour des goûts et des couleurs. Et un peu comme Emmanuel l'a déjà dit, le nom des couleurs il est intéressant. Et en fait, évidemment, il y a plein de noms de couleurs qui viennent d'aliments. Marron, noisette, la rose qu'on peut déguster, que vous allez déguster ce soir. L'avocat, il n'y en a pas ce soir, mais rouge tomate, pareil, c'est une question de saison aussi. Donc, je me suis dit, ça peut être intéressant d'essayer de mettre en avant ces matières premières, mais aussi, j'aime bien lancer des défis. Donc ce soir, je vous ai lancé un défi. Comment ça va se passer? Je vous explique. Vous allez avoir un petit nuancier comme ça, qui est un peu le menu de ce soir. Donc ce sont des bouchées, et la bouchée est composée de 3 parties. La première, c'est une base. Ensuite, la deuxième partie, c'est une crème ou une mousse. Et ensuite, vous avez un condiment. Donc, ça peut être des graines de sésame, ça peut être des épices. Donc, soit vous avez la possibilité d'avoir des bouchées qui sont déjà composées, soit vous avez la possibilité de la composer vous-même. Et comme j'aime bien corser les choses, eh ben, vous avez un peu des exercices. C'est peut-être mon côté prof, je ne sais pas. Vous avez la possibilité soit de composer vos bouchées en choisissant un contraste chaud-froid, ou un contraste de couleurs complémentaires, ou alors vous pouvez essayer de faire un ton sur ton. Voilà, vous pouvez faire un camailleux. Voilà, ce sera ça l'objectif de ce soir, pour essayer de défier vos goûts par rapport aux couleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, merci déjà. Je vais demander s'il y a des questions en ligne. Pas spécialement. Bon, eh ben, ce que je propose, c'est peut-être qu'on fasse les questions en même temps que la dégustation. On va lancer à peu près 3 groupes de 20 personnes. On est à peu près 60, 70 là. Et donc, on va essayer de faire ça en 3 groupes de 20 personnes à peu près. Durée de la dégustation 10 minutes? Oui, 10 minutes. Voilà, on compte sur votre organisation pour vous diriger vers la cuisine tranquillement, sans être stressé. Il y aura du vin là-bas, des cacahuètes par là-bas, du saucisson. Je termine sur cette transition un peu informelle et pas du tout préparée, pour vous remercier tous de votre participation, pour remercier Mathéo et Jonas de la régie vidéo. Mathieu, évidemment, merci pour ton intervention, Anaïs. À suivre avec toi dans la cuisine et tes comparses. Merci à tous. À tout de suite. Non, juste c'est pas pareil.
Et après, on peut Ça choisir. vise Alors, je suis pliée dans l'ordre et ce sont celles-ci. D'accord. Et c'est un très bon choix. Celle-ci, celle-ci. Ah oui, mais elle m'a dit de la jouer le droit. Ah, ok, d'accord. Je suis les recommandations d'Anaïs. Celui qui est à côté, c'est quoi le grain rose? À la Vous avez des petites serviettes. Oui, ça marche. À chaque fois, j'ai une illustration de goût. Je regarde le petit nuancier en même temps. On peut partir. Ouais, c'est ça. C'est lui par ça. Donc, soit on part sur ça. Vraiment. Graine de sésame.